que dans toutes les entreprises, en particulier dans les banques, il y a conscience de l'existence de l'Agence française anticorruption, si quand même, et de l'appui que vous pouvez leur apporter. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Michael Zmed, qui est professeur à l'université d'Abomey-Calavi, au Bénin. Merci beaucoup, comme tout le monde. Voilà, je passe le micro. Oui, je prends le micro comme Madame Petit s'en va. Bien, vous avez tous entendu Madame Pipidi quand elle parlait de la géolocalisation de la corruption. Elle a dit que l'Afrique c'est la maison de la corruption. C'est traduit du roumain. Bon, je vais vous dire, mon propos sera de dire, ou en tout cas de porter des éléments d'éclairage à ce qu'elle a dit, c'est-à-dire de montrer en quoi elle a raison et puis en quoi elle a tort. Mais avant d'y aller, je vais, comme tout le monde, remercier le professeur Mendy, qui n'est pas là, Madame Esclasson également, pour m'avoir conduit à cette réflexion sur la corruption, qui est un phénomène de société, phénomène anthropologique, juridique, économique et tout ce qu'on veut sur le continent africain. En tout cas, la partie du continent africain que je connais, que je vais présenter, c'est l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est-à-dire de Cotonou à Dakar, d'Abidjan à Bamako, Niamey, Lomé, Abidjan, voilà. C'est les pays sur lesquels je travaille et sur lesquels mon centre de recherche travaille. Alors, dans un premier temps, Mme Tupidi a raison de dire que l'Afrique, elle a... Non, elle n'a pas raison, elle a tort, pardon. Dans un premier temps, elle a tort de dire que l'Afrique est la maison de la corruption, parce que quand on regarde les instruments internationaux, les instruments juridiques, les instruments institutionnels, les stratégies, problématiques, tout ce qu'on veut, l'Afrique a fait des efforts de se hisser aux standards internationaux. Premier aspect, l'aspect institutionnel. Nous avons mis en place sur le continent, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle à Paris ici l'Agence française anticorruption, qui est de 2016 en France, mais qui est de 2012 à Dakar. Créée en 2012 à Dakar, en 2009 à Cotonou. Donc ce type d'institution existe dans les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, et les activités en termes de champ de compétences, c'est également le contrôle. Contrôler l'action des pouvoirs publics, des institutions administratives et même des organisations bénéficiant de subventions de l'État, et contrôler leur action, contrôler leur compte, leur activité, et essayer de voir si tout est conforme aux tests en vigueur en matière de lutte contre la corruption, et en tout cas à ce que le droit pénal comporte comme dispositions relatives à l'enrichissement sans cause, à la corruption et tout le reste. Et pour faire la différence avec l'agence française anticorruption, c'est que les agences africaines, en général, en plus du contrôle, ont une compétence de déclencher l'action publique éventuellement. C'est-à-dire de saisir les juridictions en se constituant partie civile et permettre ainsi au juge pénal de connaître des actions et de sanctionner, punir les situations où l'argent public est compromis, mal utilisé, ou en tout cas où il y a des situations de conflit d'intérêts. Donc ça, c'est un peu sur le plan institutionnel. Sur le plan juridique, les Nations Unies ont mis en place un dispositif d'appui à l'élaboration de lois sur la corruption. Ce dispositif régionalisé est basé à Dakar
Et ce dispositif va appuyer dans l'ensemble des pays de la sous-région la rédaction de lois spécifiques sur la corruption. Les lois sur la corruption, anticorruption, comme on les appelle. Et ces lois sont presque identiques d'un pays à l'autre. Parce que c'est les mêmes organismes qui ont appuyé la formulation de leurs projets, qui ont été soumis aux parlementaires, le plus souvent sous conditionnalité. Hein. Et ce qui a permis à l'ensemble de ces pays d'avoir chacun une loi sur la corruption, une loi pour lutter contre la corruption. Et l'ensemble de ces lois se ressemblent. Chaque État a sa loi, mais les lois se ressemblent parce que le mot est le même. Hein. C'est United Nations Development, etc. C'est basé à Dakar. Et qui ont piloté l'élaboration de ces lois-là. Et puis, ces lois sont assorties dans l'ensemble de nos pays également de politiques de lutte contre la corruption et de documents de stratégie de lutte contre la corruption. Donc, sur un plan formel, j'allais dire, pour démentir ce que Mme Pipigui a dit, que sur le plan institutionnel, sur le plan juridique et sur le plan, j'allais dire, managérial, les dispositifs sont en place. Les dispositifs sont en place, mais vous allez me dire que les dispositifs sont en place, mais les classements des pays africains en termes de transparence sont mauvais. Hein? Le dernier classement donne le premier pays africain qui apparaît au 34e rang. Au 34e rang seulement. Donc ça veut dire que d'un point de vue général, la perception de la corruption est très forte sur le continent. Alors qu'est-ce qui explique ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui en définitive donne raison à Mme Pipigui lorsqu'elle dit que l'Afrique est la maison de la corruption? Le premier facteur qui explique ça, c'est la démocratie. La démocratie. Nous sommes entrés en démocratie pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire la plupart des États, depuis les années 1990. C'est-à-dire après la chute du mur de Berlin. Avant la chute du mur de Berlin, il y avait deux catégories d'États sur le continent. Il y avait ceux qui avaient une dictature à la Pinochet, et puis ceux qui avaient une dictature marxiste-léniniste, communiste, influencée par Moscou, Pékin et Cuba. Et après la chute du mur de Berlin, nous sommes entrés en démocratie, élections disputées. Il faut solliciter le suffrage des électeurs. C'est facile à dire, mais ça a un coût énorme. Pour une raison simple, c'est que le marketing politique ne se fonde pas sur des idées, des programmes. Je suis candidat pour être député, je suis candidat pour être président de la République, je suis candidat pour être maire, conseiller municipal. Ce que j'ai envie de faire, ce que je pense faire, mon programme politique ne suffit pas pour me faire élire. Il me faut autre chose. Et ce autre chose, c'est de l'argent. Non pas l'argent pour animer les meetings électoraux, on s'en fout des meetings électoraux. L'argent qu'il me faut, c'est l'argent que je dois distribuer dans les maisons, dans les quartiers, aux chefs religieux, aux chefs coutumiers, chefs traditionnels, aux associations de jeunes, aux associations de femmes, aux groupements de villageois, de producteurs de ci, de producteurs de ça. Et c'est cela qui fait flamber les budgets des campagnes électorales. Il y a un dossier qui est sur le tapis en ce moment, ça date de la présidentielle béninoise de 2016. L'un des candidats, qui est un franco-béninois, il a fait, à la fin de la campagne, il a fait son conseil de campagne, il a déposé, et les chiffres que la loi impose, il a mis les 2,5 millions, qui est le plafond des dépenses en matière de campagne présidentielle chez nous. Mais il y a quelques semaines, il y a un homme d'affaires de la région, de la sous-région, qui dépose une plainte pour dire que ce monsieur lui a pris 20 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 15 milliards de francs CFA. 15 milliards, ça fait, par rapport à 2,5 milliards,
Ça fait X fois le montant du budget électoral qu'il a déclaré. Ça fait 7 fois le montant du budget électoral qu'il a déclaré. 20 millions d'euros, évidemment, lui-même ne les avait pas. Il a dû les franchir en problème du bâtiment et il espérait rembourser quand il serait président. Mais il n'a pas été élu et le remboursement posait problème. Et l'entrepreneur, évidemment, est allé devant la justice avec les décharges qui ont été faites et il demande un remboursement immédiat. C'est comme ça que le grand public a su que non seulement il a menti sur ses comptes de campagne, mais deuxièmement, on a maintenant une idée de combien il a pu dépenser pour sa campagne électorale. Et les 20 millions d'euros, c'est seulement une partie de ce qu'il a dépensé. Parce qu'on sait par ailleurs, pour avoir, n'étant pas béninois à 100%, c'est un franco-béninois, donc ne résidant pas au Bénin. On reconnaît, Quand il est arrivé, il a fallu trouver, disons, j'allais dire, des partis déjà installés pour le soutenir. Il a déjà fait sa campagne. Il a dû payer ceux-là avant de commencer à déposer sa candidature. Donc, on sait à peu près combien il a dépensé pour rallier ces grands partis politiques. Et en dehors de ce qu'il a payé pour rallier ces grands partis politiques, il a encore dû dépenser de l'argent pour faire la campagne sur le terrain. Bref, l'un dans l'autre, la démocratie a un coût qui est énorme, sans commune mesure ce qu'on peut imaginer dans un pays qui n'a pas la même culture politique. Et cela a comme conséquence que quand on s'est fait élire dans des conditions telles que je vous ai décrites, évidemment, quand on est président, il faut se faire rembourser. Si j'ai dépensé 20 millions d'euros, 50 millions d'euros, 100 millions d'euros pour être président de la République, à l'arrivée, mon premier souci, c'est quand même de faire le retour sur investissement. Et évidemment, ça ne peut pas se faire en comptant sur mon salaire. Il faut dire que je songe à autre chose. Donc, la corruption est alimentée par ce type de mécanisme, ce type d'organisation politique. Et la démocratie constitue donc, de ce point de vue, une sorte d'adjuvant pour la corruption. Le deuxième élément que je vais pointer pour dire que ça constitue une contrainte en matière de lutte contre la corruption, c'est l'économie informelle. L'économie informelle qui a des proportions très élevées sur le continent. On estime que le produit intérieur brut de l'ensemble des pays de la sous-région que je vous décris, le produit intérieur brut, à peu près 55% de ce produit intérieur brut est constitué par ce qu'on appelle l'économie informelle. L'économie des petits artisans, l'économie même des grandes entreprises, mais qui ne sont pas déclarées, ou en tout cas qui ne sont pas dans un circuit formel avec obligation de rapportage. Et ce secteur informel, cette économie informelle, alimente également la corruption, parce qu'on n'arrive pas à avoir la traçabilité pour pouvoir comprendre éventuellement, si on voulait faire des contrôles, si les agences nationales de lutte contre la corruption voulaient faire des contrôles, ils n'ont pas la documentation nécessaire. Pour décourager, informer et éventuellement actionner des poursuites contre ces agents économiques qui sont un peu dans le souterrain. Troisième niveau, ou en tout cas troisième facteur qui joue dans le sens d'alimentation du phénomène, en tout cas de la prégnance de la corruption sur le continent, c'est le taux de bancarisation qui est faible. La bancarisation, la quantité de flux financiers qui passe par les banques est très faible. Elle est de l'ordre de 6% au Niger, par exemple. Et sur la moyenne de la région, ça fait 13%. Tout le reste, c'est du cash, de l'argent qui circule. Et quand l'argent circule d'enveloppe en enveloppe, évidemment, ça favorise le phénomène que nous combattons, à savoir la corruption. Donc, pour me résumer, je vais dire que Mme Kipidi a tort en disant nous avons les instruments institutionnels et juridiques qu'il faut. Mais tout ça, l'effectivité de tout ça
est mise en cours, en tout cas contrecarrée par des facteurs structurels, dont le premier est la démocratie. Le second facteur, c'est l'importance de l'économie informelle. Et le troisième facteur, c'est le faible taux de bancarisation de l'économie. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire par rapport à la lutte contre la corruption dans le sud-espace Afrique occidentale française, francophone. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur, d'avoir tenu le délai, effectivement. Et puis, merci pour cet exposé qui nous fait percevoir extrêmement concrètement que invoquer la démocratie ne suffit pas pour lutter contre la corruption. La démocratie, comme vous l'avez dit, a un coût. Et puis, on comprend ici dans ce que vous dites que c'est bien que la démocratie, ce n'est pas que le vote, c'est aussi d'autres dimensions qui nécessitent d'être présentes. Je vais passer la parole à monsieur Michel Hinault, qui est député honoraire, avocat, et vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Merci beaucoup. Il fonctionne? Non, c'est pas mal. Écoutez, merci de me donner la parole. Je prends la parole au moment où M. Alphen rentre dans la salle. C'est pour moi l'occasion de le saluer, puisque nous avons mené ensemble quelques combats il y a quelques années. Je voudrais remercier le professeur Michel Bouvier de m'avoir convié à ce colloque, et puis féliciter les différents intervenants qui m'ont précédé. Beaucoup de choses ont été dites depuis ce matin. La table ronde qui nous réunit en début d'après-midi, c'est les moyens mis en œuvre et leurs limites. Alors c'est vrai que la lutte contre la corruption est un débat quelque peu éternel, puisque même dans les écrits de Platon, on revoit les traces des mots de la cité grecque, et la corruption était au premier rang de ces défis. Je voudrais, moi, revenir sur ce qui a été dit, ça vient d'être dit par monsieur le professeur. L'état de droit, la démocratie, la transparence sont des facteurs de confiance pour les citoyens et souvent le meilleur rempart contre la corruption. Et ce que je voudrais dire dans les moyens mis en œuvre, et ça a été dit et fort bien dit par le sous-directeur de l'Agence française anticorruption, c'est ce formidable progrès qui a été réalisé à la fois par la communauté internationale et par la France au cours de ces dernières années. Alors je sais bien qu'il y a un peu un décalage entre la façon dont perçoivent nos concitoyens la vie publique et ce procès de corruption et les efforts qui ont été faits. D'abord, on ne peut pas parler de corruption en France sans parler de ce qu'a fait la communauté internationale. Vous l'avez rappelé, il y a eu la Convention de l'ONU, il y a eu les conventions du Conseil de l'Europe contre la corruption, il y a eu les directives de l'Union européenne. Je pense qu'à ce stade, on peut également élargir en parlant de la lutte contre le blanchiment de l'argent, parce que s'il y a corruption, à un moment donné, il va falloir blanchir le produit de la corruption. Monsieur le trésorier général du Royaume du Maroc a parlé de l'évasion fiscale. Je crois que c'est des notions qui juridiquement sont différentes, mais qui relèvent de la même problématique, celle de l'éthique. Alors, ce mouvement international contre la corruption pour élaborer des normes a même été étendu aux institutions. Le FMI aujourd'hui, la Banque mondiale, n'aide pas les pays sans qu'il y ait des clauses anticorruption. Et la convention de l'OCDE a été évoquée par certains d'entre vous ce matin. Je crois que cet effort de la communauté internationale, l'adaptation des institutions internationales témoigne plus d'une prise de conscience, mais d'une volonté d'agir. Et puis, puisque vous parliez de l'Afrique, permettez-moi également d'évoquer, même si deux des intervenants de cette table ronde ont dû partir, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui, sous l'initiative du réseau parlementaire de la Banque mondiale,
a beaucoup œuvré pour la transparence et faire en sorte que le produit de l'extraction, que ce soit du pétrole, des minerais, aille bien dans les budgets nationaux. Je crois qu'on ne peut pas parler de la lutte contre la corruption sans avoir une vision objective de ce qui a été fait. Et puis la France, avec la dernière loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, vient achever un long processus normatif. J'ai eu l'honneur moi-même d'être rapporteur de la loi de novembre 2007 qui transposait la Convention pénale et civile du Conseil de l'Europe. C'est par un dialogue avec les associations, et je pense notamment à Anticor, ou sous l'œil vigilant du rapporteur René Dosière, qu'a été introduit, par exemple, la protection du lanceur d'alerte, à la fois dans la loi de 2007, élargie sous la volonté du rapporteur René Dosière en 2013 dans le domaine public. Je crois qu'il y a objectivement un effort qui a été fait pour doter la France des outils juridiques et normatifs qui sont aujourd'hui à l'échelle internationale comme étant les plus percutants. Reste que tout ça a des limites. Et je pense que pour répondre à la problématique de notre table ronde, c'est les outils d'évaluation et les outils des sanctions. Concernant l'évaluation, il y a bien entendu les organisations non gouvernementales. Elles se sont prononcées en début d'après-midi, ce matin. On connaît aujourd'hui la cartographie des risques, l'évaluation des États qui sont plutôt aux normes et ceux qui sont plutôt à la traîne. Les institutions internationales se sont dotées d'outils d'évaluation. Je pense, puisque M. Jaune en a parlé, du Conseil de l'Europe, vous avez en matière de blanchiment les travaux de Moneval, vous avez en matière de corruption les travaux du Greco, et en matière de transparence fiscale et de blanchiment, vous avez l'évaluation par le GAFI du respect de ces recommandations. Inutile de dire que lorsque les experts viennent évaluer un État, et la France n'échappe pas à des évaluations périodiques, vous avez une mise en place des outils par l'État de répondre aux différentes exigences. Et je crois que quand on veut parler des limites de la lutte contre la corruption, c'est de renforcer les outils d'évaluation et de contrôle qui sont à la fois institutionnels, mais pour lesquels le rôle des ONG et des citoyens est particulièrement important. Et je crois qu'à l'heure de l'Internet, de la transparence, c'est ces trois facteurs institutionnels, la société civile et les organisations non gouvernementales qui donneront effectivement du poids à l'évaluation et au contrôle. Reste, pour que je reste dans le temps qui m'est imparti, le problème de la sanction. Alors, M. Jaune a évoqué l'agence anticorruption française qui a pris la suite du service central de prévention de la corruption, et M. le professeur dit, mais dans mon pays, elle a des pouvoirs de sanction plus larges puisqu'elle peut transmettre à l'autorité pénale les dénonciations et les sanctions. Je crois qu'il y a eu déjà des débats au Parlement sous la précédente législature. Il y a des progrès considérables puisque l'agence est dotée de moyens. Nous sommes là dans une phase où elle s'installe avec beaucoup de vigilance, parce que ce soit les grandes entreprises comme les banques hier se dotent aujourd'hui de moyens d'évaluation, de compliance, de contrôle, viendra le moment des sanctions. Et je crois que, puisque vous avez parlé de la cartographie des risques, je pense que le risque image, le risque réputation sera aussi important que le risque pénal. Donc, pour terminer mon propos, je pense qu'on ne peut pas aborder ces questions de corruption sans avoir une vision objective de ce qui a été fait à la fois par la communauté internationale et par la France. Alors,
ça sera facile de dire que c'était suite à des scandales, mais il y a eu des progrès considérables de fait. En matière d'évaluation et de contrôle, il y a des institutions, il y a le rôle de chacun et chacune d'entre vous, et puis viendra le temps des sanctions. Je crois que là, nous sommes dans une phase de progrès, et c'est peut-être grâce aux travaux du professeur Bouvier, de ces colloques, qui sont des contributions à faire en sorte que nous progressions dans cette exigence d'éthique, pour lequel je crois que c'est une voie non seulement pour l'humanité, mais également, non pas de subir, mais comme un élément de compétitivité pour nos entreprises, pour l'image de la France, et je crois que c'est très important. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, pour ces propos encourageants, je crois, pour les travaux qui sont menés ici. Bien sûr, nous inspirerons, et puis la publication des interventions de ce colloque permettra effectivement d'aller un peu plus loin et d'approfondir. Nous avons maintenant, il nous reste un peu de temps, j'ai un peu pressé les intervenants, de façon à ce que, contrairement ce matin, nous puissions avoir effectivement un débat. Est-ce possible? Voilà, on va avoir un débat. Ce que je